Afriland First Bank à Promote 2024. Du 17 au 25 février 2024, la First Bank vous convie à des moments d'échange, de partage et de découverte. Au programme Masterclass, production sur place et instantanée des cartes bancaires, découverte des Gap Recycle, parcours des univers Sarah et eFirst. Bénéficiez d'une assistance personnalisée dans notre salon VIP. Suivez en direct de notre page Facebook et en replay sur YouTube les exposés thématiques. Afriland First Bank, partenaire majeur de Promote 2024. Afriland First Bank. Évoluer avec ce qu'on a prévu, comme j'ai failli dire ordre du jour, je veux dire menu, sommet. Donc nous allons, la transition de commerçant à industriel, ça peut être considéré comme vraiment un parcours héroïque, dans le sens où lorsque vous êtes motivé par cette idée-là, vous vous lancez dans un parcours et ça vous ouvre beaucoup d'opportunités, ça vous procure aussi beaucoup de plaisir. Donc, pour parcourir cela, nous allons passer par l'introduction et puis nous allons voir quelques motivations. Qu'est-ce qui peut amener un commerçant à décider lui-même de produire pour vendre? Et lorsque justement cette idée commence à germer dans sa tête, nous allons continuer avec, il y a des hésitations qui se mettent en place dans sa tête, des réflexions. Il pense à quoi? On va voir cela lors du déroulé. Il doit se préparer, mais fin de fin, il doit prendre une décision. Et il se base sur quoi pour prendre cette décision? Qu'est-ce qui l'amène à prendre la décision? Nous allons aussi voir ça lors de cet atelier. Et puis en chapitre 4, on va passer dans la transformation réelle. Donc nous allons dans le cas où vraiment notre commerçant fait la transformation et il décide vraiment de produire son produit lui-même. Donc nous allons chuter avec une introduction sur la présentation de Détoche Industries dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'introduction, bon, on ne saurait commencer sans définir le métier de commerçant ou bien dire quel rôle il occupe dans notre tissu économique et social. Le commerce, c'est vraiment beaucoup de choses. On le rencontre partout. Un exemple très simple du commerce, c'est, nous voyons une grosse boutique, ok, fournie de plein de produits. Ce monsieur qui est là dans son commerce, il vend plein de produits. Donc, il connaît les produits qui passent vite, qui passent lentement, qui passent doucement. D'accord? Et en gros, le commerçant, il achète un produit. Ça peut être de l'huile, ça peut être du papier hygiénique, ça peut être du sucre, ok? Ou autre chose, voilà, que l'on peut vendre dans une boutique, dans un commerce. Et il les stocke, comme là, ils sont stockés dans sa boutique, et puis il les vend. Donc, dépendamment maintenant de la gamme de commerçants, nous avons des commerçants qui achètent au jour le jour, revendent au jour le jour, les détaillants. Nous avons d'autres, ils ont des grands dépôts, donc quand ils achètent, ils déposent et puis ils vendent seulement même en gros. On a les gros, les détaillants. Mais on a aussi des branches de commerçants qui, ils savent seulement où la matière se trouve, le produit. Ils n'ont même pas de dépôt. On les appelle les démarcheurs, d'accord? Mais c'est aussi quelque chose qui fait aussi le commerçant. Et il vend le produit, on passe sortir directement d'un dépôt qui ne lui appartient pas. Et il fait ses marges, il est tranquille et il gagne beaucoup d'argent. Ça se fait. Donc, on connaît beaucoup de commerçants qui occupent vraiment des grands statuts dans des familles, quoi. Voilà. De l'autre côté, nous avons l'industriel. Tout le monde sait un peu ce que c'est que l'industriel. En gros, c'est quoi? L'industriel, lui, doit produire le produit avant de le stocker et de le vendre, comme le commerçant. Contrairement au commerçant, l'industriel doit produire et doit stocker. Vous n'allez pas voir un industriel qui n'a pas une zone de stockage pour stocker ses produits finis. Mais avant même d'arriver sur le produit fini, il va d'abord stocker tout ce qu'il a besoin pour produire son produit. Nous allons entrer dans ça après dans le déroulé. Alors, pour produire un produit, quelque chose qu'on va vendre, on a pris ici un exemple, comme vous voyez là, l'avocat. On va faire l'huile d'avocat.
Il ne suffit pas de dire je vais produire l'huile d'avocat pour transformer, je vais transformer l'avocat en huile d'avocat. On a besoin de beaucoup, comme d'une unité de production. Donc là, j'ai matérialisé quelques unités de production. Il y a plusieurs choses qui vont avec ça. D'accord? Mais là, c'est juste pour donner une idée des machines qui peuvent être nécessaires. Comme par exemple, une écraseuse, une presse à huile, ensuite un filtre. Et derrière, maintenant, il faut traiter peut-être aussi, dépendamment du goût et des différentes qualités de l'huile qu'on veut produire, avec moins d'eau, avec un peu plus d'eau, ou bien que ce soit beaucoup plus pur, pour avoir l'huile d'avocat derrière. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chaîne de valeur est un peu différente. Lorsque la chaîne de valeur du commerçant va beaucoup plus se concentrer dans la vente. Et quand il parle de la vente, c'est pas que c'est une petite chose, c'est déjà complexe et compliqué de vendre. On voit les commerçants là, ils réfléchissent beaucoup. Hein. Pour vendre quelque chose, il faut connaître son marché, il faut connaître le goût des clients, il faut voir ce qui passe dans le marché. Et donc, mais là, la chaîne de valeur est concentrée beaucoup plus dans comment est-ce que j'écoule mes produits chez le commerçant. Donc, il va œuvrer dans les études de marché pour influencer justement sa vente. Ok. Il va avoir une force de frappe en termes de bons commerciaux, de bons vendeurs. Ok. Il a besoin d'avoir un bon réseau de distribution. Souvent, il doit stocker. Et aussi, quelque part, il y a des grands commerçants qui proposent aussi ce qu'on appelle le service après-vente. Ça veut dire quand qu'il y a des réclamations, bon, par exemple, ceux qui vendent les frigos. Si je vends les frigos et puis mon frigo, donc qu'est-ce que je dois faire? J'appelle celui qui m'a vendu le frigo et il me dit, ok, je t'envoie un technicien pour regarder. Voilà. Donc, ça, c'est beaucoup plus le pan sur lequel le commerçant va se concentrer. Et il va réussir à vendre ses marchandises, beaucoup même, et gagner beaucoup d'argent. Maintenant, la chaîne de valeur de l'industriel intègre aussi celle du commerçant derrière, la vente. D'accord? Mais elle commence beaucoup plus tôt, donc elle commence beaucoup plus en amont. C'est-à-dire, l'industriel doit commencer dans les achats. Il achète quoi? La matière première. Il doit payer le personnel, qualifier les ouvriers, les logisticiens, les magasiniers, le gardien, tous ces gens-là. L'industriel doit penser à ça, parce que ça doit être sécurisé. Et naturellement, tout à l'heure, j'ai montré les équipements de production. Il doit acheter ces machines. Donc, l'achat des machines suppose qu'il faut qu'il ait un bâtiment où il loge tout ça. Donc, il y a le bâtiment, l'usine de production qui doit être mis sur pied. Donc, l'industriel va commencer déjà par dépenser de l'argent, acheter tout ça, organiser cela pour que ça fonctionne bien ensemble. Et quand il a fait ça, maintenant, il y a ce qu'on appelle la transformation qu'il doit faire. La transformation de quoi? C'est ajouter la valeur. Par exemple, pour revenir sur l'avocat, il va acheter les avocats de Bouddha, de très bons avocats, l'avocat de chez nous, et il va faire l'huile d'avocat. Ok? Donc, il va transformer les noyaux en huile d'avocat de telle manière qu'il va influencer la qualité de ce qui va sortir de l'avocat. Et à la fin, il aura donc sa bouteille d'huile qu'il va aller vendre. Voilà, donc nous voyons qu'à ce niveau, la chaîne de création de valeur pour l'industriel commence beaucoup plus haut. Et ça, c'est un challenge. Parce qu'on ne se lève pas de commerçant comme ça pour devenir industriel sans se renseigner de « je fais ça comment ?» Ce qui nous amène donc aux motivations. Qu'est-ce qui peut amener un commerçant à réfléchir à devenir industriel, produire son produit lui-même? Et c'est sûr que beaucoup de vous ont des idées. Mais généralement, c'est des choses très simples. Hein. La première des choses, c'est le profit. C'est clair. Le commerçant a gagné l'argent, il a eu sa famille à nourrir, non? Comme tout le monde. L'industriel, quand le commerçant vend un bon produit, il voit que ça passe sur le marché. Et il voit que lui-même, en produisant, il peut gagner un peu plus. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas réfléchir à produire le produit lui-même et gagner beaucoup plus d'argent? C'est légitime ou bien c'est pas légitime? C'est légitime. D'autre part, une autre possibilité, ce sont ce qu'on appelle les contraintes réglementaires. Je prends l'exemple ici chez nous,
on a les cours d'eau qui sont pollués par les déchets plastiques. Le gouvernement a sorti une restriction que les équipements de production plastique inférieurs à 60 microns, ça devient un peu technique, sont interdits. Donc, si quelqu'un vendait ça, et il se rend compte que je ne peux plus vendre parce que c'est interdit par le gouvernement, maintenant, il faut que je me lance dans la production de quelque chose qui passe dans le cadre réglementaire, ça peut l'amener à réfléchir, à produire son produit lui-même. D'accord? Les barrières contre la compétition. Vous êtes sur un marché, le marché est dur parce que vous vendez votre produit, il y a toujours les gens qui viennent là, ils cassent le prix, ils vendent leur produit, vous, votre produit ne passe pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous commencez à réfléchir et dire, attendez, ces gens qui vendent le produit là, si moi je commence à produire moi-même, ça veut dire que ma chaîne de valeur commence plus haut, mais je peux avoir un coût de revient beaucoup plus attractif. Et quand j'ai ce coût de revient qui est beaucoup plus attractif, ça me donne plus de flexibilité pour pouvoir même proposer le prix de la marchandise en dessous de ce que ceux qui me gâtent le marché là proposent. Et je réfléchis sur ça. Ça aussi, c'est une motivation pour devenir industriel. Une autre motivation, des impôts. Aïe. Les impôts prennent beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais l'État doit aussi vivre. L'État doit vivre, mais l'État aussi fait ce qu'on appelle des incitations, dépendamment du secteur dans lequel vous êtes. Je crois que beaucoup d'entre vous ont entendu parler, par exemple, de la SND 30, la Stratégie nationale de développement, horizon 2020-2030. Donc, l'État facilite, donne des incitations, des avantages, dépendamment de la branche dans laquelle vous êtes, où on va vous faire des abattements sur les impôts si vous devez importer certains produits, ou bien on va vous délester, ou bien vous accompagner techniquement. Fin de fin, ça se résulte en un gain financier pour vous. Et donc, quand vous êtes commerçant et que vous dites, OK, ces avantages que l'État me donne là, si je combine avec ça et que je produis ma marchandise moi-même, est-ce que ça me revient alors moins cher? Et si le résultat est oui, c'est une alternative sérieuse qu'il faut considérer. OK? Et là, tout le monde gagne. L'État gagne, vous aussi, vous gagnez. La rupture de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons vu ce qui s'est passé, par exemple, avec la Covid. C'était très grave. On s'est rendu compte qu'on était trop dépendant des marchés internationaux. La Covid est un peu tombée. Maintenant, on a vu ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Les meuniers ont chauffé ici parce que le blé, même la bière a failli être attaquée. N'est-ce pas? Et là, ça ne va plus. C'est ça, quand on est trop dépendant donc, de la chaîne d'approvisionnement de l'extérieur. Et maintenant, on se met à réfléchir que mais, si j'ai ma chaîne d'approvisionnement ici, là, sur place, et que c'est moi-même qui produis, parce que ceux-là, ils me font par exemple le chantage, ou bien il y a un petit incident, paf, je ne peux plus produire. Donc, ça peut être une motivation. Et là, ce n'est pas forcément le gain, mais si vous êtes commerçant et que vous n'avez pas votre produit sur le marché, le jour où vous n'êtes pas là, qu'est-ce que la concurrence fait? Elle va acheter ailleurs, non? Et vous savez qu'une fois on a regardé ailleurs, c'est difficile de les ramener. Donc, il ne faut même pas les laisser partir là-bas. Et donc, ça, c'est une motivation suffisante pour dire, je produis mon produit moi-même et je le vends. Un autre exemple que nous avons pris, c'est tout simplement le goût de l'aventure. Il y a des gens qui rêvent de devenir industriels. Ils commencent par être commerçants. Ils se rendent compte que, oui, ils ont le marché, ils ont les canaux de distribution, mais leur rêve de plus bas était de devenir un grand industriel. Et puis, ils décident de se lancer. Naturellement, il faut se lancer de manière prudente. OK? Ce n'est pas un jeu de hasard, mais il y a quand même une portion de goût d'aventure dedans. Voilà. Donc, ça, ce sont des exemples qui nous montrent un peu à quoi peuvent ressembler les motivations de quelqu'un qui est commerçant et qui décide de se lancer dans la production lui-même et de devenir industriel. Donc, maintenant, lorsque la motivation est bonne, oui, on voit que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Maintenant, il y a la situation où on hésite. On hésite pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on se pose comme question.
Et pour parcourir cette partie, nous allons prendre l'exemple de Papa Joseph. C'est un grand commerçant de craie, ici au marché central. Ok. Et Papa Jo vend la craie scolaire blanche. Et il vend le paquet de craie, de 100 craies à 2000 sur le marché. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des gens qui sont inspirés, qui viennent vendre la craie même à 1900. Et ça gâte le marché de Papa Jo. Et Papa Joseph est en train donc de réfléchir que, mais si moi je me mets à produire moi-même mes craies, j'ai mon coût de revient à 1500. Je peux vendre donc mon paquet de craies au lieu de 2000 à 1700. Il tacle immédiatement les gens qui lui gâtent le marché. Et avec ça même, il récupère leur clientèle. Donc voilà par exemple une motivation. Avec notre exemple de la production de craies scolaires blanches. Mais il hésite pour se lancer. Il hésite pourquoi? Parce que dès que cette idée émerge dans votre tête, maintenant il y a la continuité. D'autres idées commencent à prendre et à suivre. Comme quelles? Ce sont les questions. On se pose d'abord plein de questions. Que me faut-il pour produire moi-même? Ai-je besoin des certificats, des autorisations? L'environnement par exemple. Est-ce qu'il y a des choses que je dois faire, des autorités pour être en paix? Ça se passe comment pour produire la craie? Papa Jo ne s'était jamais posé la question que comment on produit la craie. Mais depuis qu'il a l'idée là, il commence à réfléchir. Il va sur Internet, il regarde un peu. Parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est fantastique. Vous pouvez voir beaucoup de choses sur Internet. Ok, ça vous donne au moins le b.a.-ba de certaines thématiques. Et il va réfléchir sur l'usine de production va être située où? Est-ce que si je viens mettre mon usine de production de craie à côté du palais de congrès, est-ce que c'est une bonne chose? Ou bien est-ce que je dois plutôt positionner ça en banlieue ou en campagne? Voilà. Donc, elle va ressembler à quoi? Il faut quoi pour cette usine-là? Mais matières premières, comme on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut même comme matière première pour faire la craie blanche? Il doit s'informer là-dessus. Il est stock comment? Est-ce qu'il peut stocker ça et ses bananes? Ou bien est-ce qu'il a besoin d'un stockage particulier, un stockage frigorifique ou conditionné? Parce qu'il y a certains intrants qui ont peut-être cette nécessité. Donc, il y a toute une liste de questions. Comme vous voyez, on les trouve où? Est-ce qu'ils trouvent ça au Cameroun? Si on trouve au Cameroun, je trouve ça où? Je fais comment pour les avoir? Est-ce que j'ai l'autorisation même pour importer ce genre de matières premières? Parce qu'on n'a pas le droit de tout importer. Il y a des choses qui sont interdites d'être importées. Donc, c'est les choses sur lesquelles il faut se renseigner. Et le personnel, est-ce que je suis dans une zone où je vais trouver les gens qui veulent travailler? On a des zones aujourd'hui au Cameroun où vous cherchez quelqu'un pour faire le travail, vous ne trouvez personne. Le travail est là, mais il n'y a personne pour travailler. Ok? Ils sont où? On dit qu'ils sont tous partis à Douala, comme exemple. Voilà. Tout ça me coûte combien? Très intéressant, très important. Ça va me coûter combien de produire ces craies moi-même? Est-ce que je peux payer ça? Papa Jo est un grand commerçant. Tout le monde connaît Papa Jo au marché. On sait qu'il a beaucoup d'argent. Mais lui-même, il ne sait pas s'il aura assez d'argent pour financer ça. Il trouve les financements où? Il lui faut combien? Il va rembourser ça comment? C'est intéressant. Quand vous avez le crédit, c'est une bonne chose. L'autre côté, c'est qu'il faut rembourser le crédit là. Ça va venir d'où l'argent là pour rembourser le crédit? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'au final, c'est même sûr que je gagne plus d'argent? Donc, il a aussi un petit doute quand toutes ces questions-là s'alignent. Mais, il va faire comment? Et il se pose donc la bonne question, qui peut m'accompagner à clarifier cette thématique? Et ça, c'est juste un extrait du genre de questions qui peut faire que quelqu'un est convaincu, intéressé par l'idée, mais il hésite. La personne hésite parce qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut clarifier. Donc, dans notre cas d'exemple avec Papa Jo, il a fait quoi? Avant de revenir sur Papa Jo, ce que nous conseillons généralement en tant que détoche industrie, conseil industriel, dans ce cas de situation, nous conseillons de se faire accompagner. C'est un choix. On a des gens qui sont très intelligents, très braves et qui pensent qu'ils peuvent tout faire seuls. Dans l'exception, on va trouver qu'ils réussissent.
Et souvent, quand vous demandez, ils ont réussi, mais ils vous disent que c'était très dur. Parce que vraiment, ils ont fait beaucoup de fautes, je dirais, qu'ils auraient pu éviter. Donc, nous, on conseille de se faire accompagner quand? Pas à la fin, quand vous êtes en train de, mais dès le début. Parce que dès le début, vous pouvez éviter beaucoup de petits trucs qui vont vous gâter l'argent, qui vont prendre votre argent. Donc, le choix de se faire accompagner par des spécialistes dans l'étude, le montage, l'accompagnement et la mise sur pied de projets industriels. Ça, c'est le bon conseil. Ça permet quoi? Ça permet quatre choses. D'encadrer l'étude de projet dans sa globalité. Papa Jo vend les craies. C'est celui qui maîtrise comment on vend les craies, les canaux de distribution. Il connaît. Mais il n'a aucune idée de comment est-ce qu'on mélange la formule de la craie. OK? Ce n'est pas son domaine. Par exemple, un montage de projet de manière professionnelle, méthodique et structurée. Vous n'allez pas commencer à réfléchir à argent, il me faut combien pour le projet, alors que vous n'avez même pas encore listé tout ce qu'il vous faut pour réaliser le projet. Parce que quand vous commencez à dire il me faut combien, et que vous ne connaissez pas tous les éléments qu'il faut, vous oubliez un élément qui est capital. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vous perturbe dans la réalisation du projet. Ça apporte aussi ce qu'on appelle une bonne portion d'objectivité. Vous savez qu'on a envie de faire quelque chose souvent, on voit tout, on combine tout pour que ça sorte le résultat qu'on veut que ça sorte. Alors que quand c'est quelqu'un d'autre qui a une vue externe sur ce projet, il nous donne une appréciation un peu différente de ce que nous-mêmes nous apprécions. Et c'est aussi ça que les experts apportent. En plus de ça, cette objectivité est mûrie par le fait que les experts touchent à plusieurs secteurs d'activité dans l'industrie. Donc, ils connaissent ce qu'on appelle les bonnes pratiques industrielles. Ce que vous ne connaissez forcément pas du tout. Donc, en quatrième point, ça augmente justement la crédibilité des résultats qui permettront de prendre une décision finale. Donc, ça veut dire qu'au bout de cette analyse, quand vous avez ces résultats-là, un peu comme Papa Jo, qui a décidé de se faire accompagner par la structure des Touch Industries, il décide donc de se lancer et de fabriquer ses propres craies lui-même. Et avec cette décision, donc, il entame la prochaine phase, qui est la préparation. Tout le monde sait ce qu'on appelle un business plan. Franchement, ce n'est pas l'objet ici là d'expliquer en détail comment on fait un business plan. Nous le faisons avec plaisir, on peut le faire en B2B après. Mais ici, il est juste question de montrer que le business plan, c'est un outil vraiment, ça aide. Les banques ou bien les partenaires ne vous embêtent pas quand ils vous demandent de montrer un business plan. Pourquoi? Parce que ça met en lumière les points clés pour la réussite de votre projet. Dans le business plan, vous avez par exemple les analyses de marché. D'accord? Ça va vous dire, OK, le marché est comment? Il est gros comment? Quels sont les leaders du marché? C'est qui votre compétition? C'est quoi leur force? Ils sont forts dans quoi? C'est quoi leur faiblesse? Le commerçant du coin là, il sait vendre. Il a les gros clients. Mais sa faiblesse, c'est qu'il laisse peut-être trop les détaillants. OK? Quelles sont les opportunités qui se présentent sur le marché? Quelles sont les menaces? Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui entrent dans le marché. Est-ce que ça pose une menace pour vous immédiatement ou bien pas du tout? Donc, ça, c'est un point qui va être clarifié. Ça vous donne aussi une stratégie du marketing. OK? Comme comment segmenter le marché? Est-ce que vous allez embrasser le marché dans toute son envergure? Ou bien vous ciblez d'abord une niche pour tester le produit avant de dire que, OK, vous évoluez petit à petit. Et puis, lorsque vous segmentez le marché, forcément, vous avez besoin de ce qu'on appelle une politique de prix. Il y a les produits, si vous avez des produits de différents types de gammes ou bien de différents secteurs, différentes régions, est-ce que le produit va se vendre au même prix partout? C'est ce qu'on appelle la politique de prix. Donc, ce sont des exemples sur lesquels les stratégies marketing vont vous accompagner dessus. Mais il y a aussi les choses terre à terre, la structure. Ce sera quel genre de structure? Est-ce que ce sera un établissement? Est-ce que ce sera une salle? Est-ce que ce sera une société anonyme? Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, la raison juridique. L'organigramme va ressembler à quoi? Maintenant, on arrive sur ce qu'on appelle les études techniques. Les études techniques de faisabilité
Ce sont des études qui touchent directement qu'est-ce qu'il faut pour produire la craie dans notre exemple concret. Il faut quel type de machine? Il faut quel type d'intrant? Il faut combien de personnes qui vont travailler? Est-ce qu'il y a de la sécurité lorsque je produis ces craies-là que ces personnes doivent respecter? Est-ce que l'environnement dehors pose un problème? Donc, tous ces thèmes-là doivent être clarifiés dans une étude technique. OK? Voilà. Et maintenant, lorsqu'on a couvert ces choses, on passe à l'étude financière. Tout ça me coûte combien? L'argent va venir d'où? Qui peut m'aider à collecter les fonds? Est-ce qu'il faut que je fasse une levée de fonds? Est-ce qu'il faut que je me rapproche de Afriland, First Bank, partenaire privilégié, qui va m'aider à mettre ça sur pied? OK? Et puis, il faut faire des plans de financement. Généralement, on demande sur 3, 4, 5 ans pour les coûts d'exploitation, mais aussi des plans prévisionnels en termes de revenus pour avoir une visibilité quand même sur, OK, ça se présente comment? Est-ce que les chiffres sont bons? Si les chiffres ne sont pas bons, qu'est-ce qu'il faut modifier pour que les chiffres aillent dans la direction où je vais aller? Donc, c'est vraiment un domaine dans lequel votre business est encadré dans toute son envergure. Et ces chiffres vous donnent une orientation qui vous permettent de prendre une décision. Et pour compléter le tout, donc, il y a ce qu'on appelle le plan de mise en œuvre stratégique. J'exécute ça comment sur le terrain? Ça va se passer comment? Est-ce que la route passe même pour arriver là-bas où je veux mettre le bâtiment? En saison sèche, oui, il y a trop de poussière. En saison pluvieuse, aïe, les nids de poules sont devenus des petits cratères. Je vais faire ça comment? Est-ce qu'il faut que j'inclue peut-être des réparations? Bon, ça, c'est déjà chez nous, c'est notre contexte. Hein. C'est ce contexte qu'il faut considérer. On ne va pas prendre un contexte où il n'y a pas de problème de route. Nous avons un souci de route, souvent dans des zones, des industriels, même les commerçants le savent pour l'acheminement de leurs marchandises. Voilà. Voilà. Même Eneo. Je voulais commencer par la route. Si on commence aussi avec Eneo, ça devient beaucoup. Voilà. C'est ça. Donc, au revu donc de tous ces points-là, il y a ce qu'on appelle une revue et une validation. Ça veut dire quoi? Nous, on a accompagné Papa Jo à monter son business plan, à couvrir tous ces trucs-là. On s'assoit donc avec lui et on lui dit, OK, voilà à quoi ressemblent tes chiffres. Si tu lances le business, les chiffres disent que c'est bon. Paf. On confirme le sentiment de Papa Jo. Et ces commerçants ont souvent une très bonne intuition. Hein. C'est seulement que il y a souvent ce qu'on appelle le sixième sens. D'accord? Vraiment, il faut aussi écouter votre sixième sens. Quand le sixième sens dit que ça peut donner, faites vérifier. Non, vous dit que ça donne. Maintenant, sur cette base-là, Papa Jo dit qu'il se lance. Il veut fabriquer ses craies lui-même. Il est fatigué d'acheter les craies des autres et que les nouveaux concurrents viennent toujours lui faire la compétition sur le marché. Donc, sur cette base, il prend la décision de se lancer. Et donc, nous arrivons au niveau où la transformation active de commerçant à industriel prend son pied. On commence donc par quoi? On va évoluer dans cette transformation. Nous, à Détoche Industrie, nous vous proposons un plan quinquennal basé sur 5 phases. D'accord? Les plans quinquennaux ont montré leur efficacité sur le terrain. Il y a d'autres qui vont aller à 7, d'autres à 10. Nous, on préfère prendre 5 phases. La première phase, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le démarrage, kick-off. Le kick-off va consister à dire il faut faire connaître son produit. Ça suppose que vous avez fait une maquette quelque part, un dessin, en gros à quoi ça peut ressembler. Et puis vous attaquez le marché pour voir s'ils sont même prédisposés à prendre votre produit. Dans le cas de Papa Jo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes commerçant, vous venez déjà avec un atout. Vous connaissez le marché. Vous savez comment ça se passe la distribution. Vous savez même où vous pouvez déjà vendre. Mais maintenant, lorsque vous réfléchissez à amener votre propre produit, comme le cas de Papa Jo, qui vend déjà les craies scolaires. Oui, il vend les craies scolaires qu'il achète ailleurs. Les gens connaissent ces craies-là. Même aux gens, ces revendeurs achètent ces craies-là et revendent. Mais est-ce que ces revendeurs vont accepter de prendre maintenant la craie que Papa Jo a écrit, craie Papa Jo, au lieu de craie, je vais dire par exemple Robert Collor qui domine le marché camerounais? Ok.
C'est de ça qu'il s'agit dans cette phase. Discuter avec ces partenaires-là, à qui vous avez l'habitude de vendre. Dis, OK, dans le cas de Papa Jo, regarde, je te vends la craie Robecolos aujourd'hui à 2000 le paquet. Si tu acceptes de prendre la craie Papa Jo, au lieu de 2000, je peux te la vendre à 1900. Je peux même tomber à 1700. Vous allez voir qu'ils vont être intéressés, ils vont réfléchir. Ça peut aussi être intéressant pour eux. Et lorsqu'ils vous donnent donc le feedback que oui, ça peut être intéressant, Papa Jo, si tu peux, apporte les craies, on va tester. Ça, c'est le résultat que le kick-off vous donne. Ici, c'est important parce que Papa Jo est commerçant. Ça va aller très vite. Parce qu'on suppose qu'en tant que bon commerçant, il connaît son marché, il connaît ses clients. Ses commerciaux connaissent son marché. Ils connaissent aussi leurs clients. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va être bien huilé. On sait où aller poser la question. On connaît les points forts, les points chauds où il faut aller poser les questions. Faire même des études, demander aux passants leur avis parce qu'on a l'habitude de vendre les craies. Ça peut être différent pour quelqu'un qui n'est pas dans le métier. Ça veut dire qu'il doit faire beaucoup de tapage médiatique pour traverser cette première étape. Donc le fait déjà d'être commerçant vous donne un avantage d'affaires pour traverser la première étape. Ça peut aller très vite. Donc, dans notre cas de figure, Papa Jo a couvert cette étape avec ses commerciaux très vite parce que c'était un grand commerçant, tout le monde le connaît au marché central. Ok, voilà. Et au-delà du marché là, parce que dès que vous devenez producteur, ce n'est plus le marché central seulement qui est intéressant. De Yaoundé, on va chercher aussi le marché central de Douala, on va chercher les zones reculées de Yaoundé, donc les zones voilà, qui sont en périphérie. Parce que voilà, il faut avoir du volume et c'est aussi là où les études de marché vont se faire. Donc, sur avis favorable dans du marché, Papa Jo a la confirmation que oui, si produit ses craies, ses partenaires sont prêts à accepter de proposer ces craies à leurs clients, au consommateur final. Ce qui le réconforte dans sa démarche et il se décide donc d'attaquer la prochaine phase, qui est la phase 2. La phase 2, elle consiste en quoi? C'est la conception. Jusqu'aujourd'hui, Papa Jo a toujours vendu les craies de quelqu'un d'autre. Il ne s'est jamais posé la question que crée là, ça aura quelle forme? Ce sera long comme une baguette ou bien je laisse ça toujours court? Ça aura quelle consistance? Donc, c'est ça la conception. Il faut concevoir un prototype. Et dans le cas de Papa Jo, c'est la formulation de la craie qu'il faut faire. Quels sont les intrants qui vont entrer dedans? Il va doser ça comment? Ok? Donc, ici, il va formuler donc, sa craie. Et parallèlement à cette formulation de craie, il faut réfléchir derrière, lorsque ma craie sera formulée, je produis ma craie comment? Avec quoi? Quel équipement? Je trouve ça où? Ça, c'est les questions de base qu'on doit se poser. D'accord? Donc, en même temps, les démarches de financement sont lancées. Je vais financer ça comment? Avec quoi? Et donc, c'est vrai qu'en tant que grand commerçant, il a la peu lourde, quoi. Il peut démarrer les petites activités avec ça, mais dans tous les cas, il faut qu'il commence déjà à réfléchir sur le financement de sa structure parce que le marché lui a donné un signe favorable. Donc là, il pourra se rapprocher, par exemple, de Afriland First Bank pour commencer à discuter sur les plans, les modalités de financement. D'accord? Autre chose aussi qu'il faudrait faire, Papa Jo est un commerçant. Il n'abandonne pas son business de vendre les craies, okay? Parce qu'il est encore au début. Donc, parallèlement au fait qu'il est en train de vendre ses craies qu'il achète, derrière, il est en train de concevoir ses propres craies. Papa Jo ne peut pas se diviser en deux. Il ne peut pas être à la fois au marché à Yaoundé, ici, là, au marché central, et en même temps, dans son coin à l'usine, en train de jongler, formuler la craie avec les intrants. Ça ne va pas donner, ça va être très compliqué. Et s'il tente de dire que le marché, il fait le marché le matin, la nuit quand les autres dorment, c'est là où il formule sa craie, ça c'est la catastrophe. Ok. Donc, ce que Papa Jo va faire, il va s'entourer d'une petite équipe composée par excellence d'un gestionnaire projet, quelqu'un qui sait gérer les projets. D'accord? Un responsable process qualité, quelqu'un qui a un background, qui sait formuler dans le domaine
de mélanger ces substances-là pour avoir la craie. OK? Et naturellement, de quelques techniciens et de quelques ouvriers. Donc, quand il a mis cette petite équipe, pendant que lui continue à vendre ses craies qu'il achète, l'équipe-là est en train de travailler nuit et jour. Ça fait que Papa Joe évolue. Il évolue, en même temps il vend toujours ses produits. En même temps, derrière, on est en train de concevoir sa craie. D'accord? Voilà. Donc, naturellement, en parallèle, puisqu'il a choisi de se faire accompagner par Détoche Industries, nous consommons les machines. Nous travaillons avec cette petite équipe pour définir quelles sont les machines nécessaires pour produire ces craies. Parce que c'est comme ça que ça se passe. On peut aller sur le marché, voir ce qu'il y a et prendre ce qu'il y a sur le marché. Mais ce qui est mieux, c'est qu'on regarde votre produit et qu'on vous fasse du sur-mesure. Parce que le sur-mesure vous permet d'économiser. On va revenir dessus. De l'autre côté, la structure est créée. Enregistrement au registre de commerce, création des statuts. On a changé le nom, c'est plus le numéro d'identifiant unique, maintenant c'est ACF. OK? Voilà, donc c'est ça, etc. Donc tout ce qui est nécessaire pour pouvoir créer une structure légale au Cameroun en parallèle est faite. Et naturellement, les démarches pour obtenir les permis, par exemple pour fabriquer les craies ont cette particularité que la craie blanche, en passant, les craies de couleur aussi, il y a des colorants qu'on met à l'intérieur. Donc, il y a l'eau qui va être impliquée dans le processus. Si vous déversez cette eau dans la nature, après un certain temps, tout va devenir un jar blanc, quoi. Ça ne va pas donner. Vous allez avoir des problèmes avec le ministère de l'Environnement. Donc, il faut un plan social et environnemental qui montre que vous n'allez pas aller déverser ces eaux polluantes-là dehors et porter atteinte à la santé des gens. Donc, toutes ces choses-là doivent être enclenchées et Papa Joe, justement, fait ce qu'il faut faire. Et il fait ce qu'il faut faire, pourquoi? Parce qu'il veut que son business marche. Il se lance pour réussir. Il ne se lance pas pour dire que, ouais, non. Il se lance pour réussir. Et quand on veut réussir, on fait ce qu'il y a à faire pour réussir. On est orienté résultat. C'est ça l'avantage de Papa Joe. C'est un grand commerçant. Il a beaucoup d'expérience. Donc, la formulation des craies, sa formulation secrète, parce que c'est ça son secret, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Il n'y a que lui et son, on va dire son chimiste, entre guillemets, qui connaissent la formulation exacte. Au bout de cette phase, la formulation, la conception des machines pour fabriquer justement ces craies est aussi bouclée, conçue, ok? Et donc, on est prêt pour dire, ok, on pourrait fabriquer ces craies pour aller tester le marché. Ça, c'est la phase de conception. Ce qui nous amène à la prochaine étape. La prochaine étape consiste à faire ce qu'on appelle un prototype. Un prototype, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est peut-être pas complètement fait dans son excellence, mais qui est assez conçu et bon pour pouvoir aller le présenter au client et tester les fonctionnalités de base. Dans notre cas, c'est une craie qui a été conçue au labo et on va l'amener au marché et voir comment la clientèle réagit sur cette craie-là. Donc, c'est ce qui se passe ici. Une partie des financements pour cela est nécessaire. Il est clair que pour fabriquer la craie, il faut acheter des intrants. Peut-être on ne va pas acheter des grands tonnages, mais il faut acheter un certain volume pour pouvoir faire des prototypes. Il faut aussi faire des machines. Bien sûr, on doit fabriquer des machines ou des petits outillages pour cela. Les craies, généralement, se vendent dans les cartons. Et ces cartons-là, on les appelle les consommables. Okay? Parce qu'on les consomme. On met les craies à l'intérieur. Après, on jette. On prend l'autre. On met la craie dedans. On jette. Donc, tout cela doit être acheté pour permettre la fabrication des prototypes de craies. C'est pour ça qu'il faut un financement de départ pour la phase de prototype. Ce financement est nécessaire et il est mis sur pied. Détoche fait les outillages et les machines nécessaires pour ça. L'endroit pour accueillir la production et les machines est choisi. Dans tous les cas, ce n'est pas au centre-ville à côté du Palais des Congrès. Ce sera un peu en campagne. Ok. Voilà. Donc, ces éléments réunis, la craie est produite et mise dans les cartons.
Et donc, comme ils ont déjà leur réseau de distribution et ils connaissent le marché, c'est ça l'avantage du départ de commerçants. Ils acheminent donc ces craies-là qu'ils vont donner à leurs partenaires, aux revendeurs. Et dans le cas concret de Papa Jo, on se rend compte que les craies se vendent bien, très bien, trop bien même. Parce que non seulement le prix est attractif, parce qu'au lieu de revendre les craies à 2000, ils vendent maintenant les craies à 1700. Ça fait 300 quand même de différence. C'est pas petit, par paquet. Et la concurrence est entre 1900 et 200. Donc, l'effet sur le marché produit, c'est quoi? C'est que ces craies-là sont achetées et quand elles arrivent donc en rupture de stock, et c'est normal parce que c'est juste une petite quantité, c'est ce qu'on appelle aussi le prototype qui a été fabriqué. Ça veut dire qu'on n'a pas fait beaucoup, on a fait juste un peu pour tester le marché. C'est lorsque ces craies-là ne sont plus dans les boutiques que les consommateurs achètent maintenant les autres craies qu'ils avaient l'habitude d'acheter. OK? Sauf que il y a quand même un retour sur les phases de prototype dans le sens où les consommateurs veulent dire la craie ne glisse pas bien comme les autres sur le tableau. Ça, c'est un point qu'il faut améliorer. La craie se casse vite. Ça, c'est un point qu'il faut noter, qu'il faut aller améliorer. OK? Voilà. Donc, tous ces retours, Papa Jo va les noter et va les envoyer à son chimiste pour amélioration de la formule de craie. Mais la bonne nouvelle à cette phase-ci, c'est que sa craie passe sur le marché. Les gens achètent sa craie. Ces stocks de prototypes finissent vite dans les boutiques. Et donc, il se retrouve une fois de plus conforté dans son idée de dire que je dois fabriquer vraiment, je dois aller jusqu'au bout. Et c'est à ce niveau-ci où il doit vraiment mettre les grands moyens en jeu parce qu'il va attaquer l'étape numéro 4. L'étape numéro 4 consiste en quoi? On va entrer dans ce qu'on appelle la fabrication en pré-série. La fabrication en pré-série, c'est quoi? Ça veut dire qu'on doit sortir des volumes beaucoup plus importants pour approvisionner les marchés. Les volumes doivent être beaucoup plus fiables et commerciables sur le marché. Donc, ça doit se vendre. Les gens doivent acheter. Le test du prototype a montré que ça se vend. Maintenant, la pré-série va montrer que, OK, on produit en volume beaucoup plus grand. Est-ce qu'on a cette continuité-là? Pour faire la pré-série, la particularité de cette étape, c'est que c'est vraiment l'étape avant d'entrer dans l'échelle complète de l'industrialisation bouclée. Les derniers financements vont être validés. Pourquoi? Parce que les derniers équipements, déjà, on doit commander les intrants en volume. L'usine, là, il a choisi de prendre l'usine vers l'Université catholique à Douala. Il négocie un contrat de bail sur 10 ans. Parce qu'il ne faut pas qu'après 1 an, 2 ans, on vienne commencer à le déranger, que c'est comment avec le loyer et tout le reste. Donc voilà. Donc il met ces éléments derrière de son côté pour pouvoir lancer une production pré-série volumineuse. Volumineuse dit les machines conséquentes. Il faut de l'espace. Donc l'aménagement du bâtiment est bouclé en termes de sol. Approvisionnement en eau, forage et Kamwata. Mais forage pour être sûr, parce que Kamwata va faire comme Eneo aussi. N'est-ce pas? Ça fait aussi ça. Donc, il faut avoir le backup. À l'électricité, Eneo, justement, secondé par un système solaire redondant. Donc on connaît la problématique qu'il y a sur notre terrain. D'accord? Les installations électriques et en air comprimé bouclées. Les machines installées. Voilà. Il faut quel genre de machine, par exemple, pour fabriquer la craie? Travaillant avec nous, nous avons conçu la chaîne de fabrication de craie de Papa Jo. Et elle est constituée d'un mixeur pour mixer tous ces intrants. Il faut un convoyeur pour les acheminer dans une extrudeuse. L'extrudeuse est un peu comme une presse qui va donc presser et sortir les petits filaments, les craie qu'on va sécher, découper et puis mettre dans les cartons. Voilà la chaîne de production. D'ici et là, on a des personnes qui vont travailler avec des tables. Mais en gros, c'est ça. Et ces installations ont besoin d'un espace où on ne doit pas avoir d'encombrement. On doit pouvoir amener les produits, les matières premières. On doit pouvoir sortir les produits finis.
ok, et les amener justement au niveau du stockage. Là, la petite équipe qu'on avait au prototype doit avoir du renfort parce que la petite équipe était juste pour le prototype. Le renfort, il faut le renfort en gestion parce qu'on commande des quantités beaucoup plus fortes de matières premières. Il faut l'administration, il faut gérer la structure, comptable, financier, ainsi de suite. Voilà. Et la production aussi a besoin de beaucoup plus d'ouvriers. Et chaque ouvrier doit avoir sa tâche. Celui qui travaille au niveau du mixeur doit savoir quel est l'ordre de mixage des intrants. Je ne mets pas B avant de mettre A. Non, je mets A d'abord. Ensuite, je mets B. C'est ça la production. Si vous inversez les deux, boum, ça vous gâte la formule. OK? Voilà. Donc, tout est prêt. Et donc, la production en pré-série démarre. Les plaintes que les consommateurs ont données à la phase de prototype, comme par exemple la craie ne glisse pas bien au tableau, ou bien elle se casse trop vite. Le chimiste a travaillé dessus. Il a amélioré la formule. OK? Parce que quand on entre en pré-série comme ça, ce genre de choses, ça peut faire que ton produit ne sort pas du stock. C'est pris en considération. On fait les derniers calibrages sur la formule et sur les machines. Et on lance la pré-série. On lance la pré-série. La production est faite. Les craies sont mises dans les cartons. Les craies sont envoyées sur le marché. Et on a, dans le cas de Papa Joseph, justement, une continuité de ce qu'il a observé depuis qu'il a commencé ce projet. Ces craies se vendent. Ces craies se vendent très bien sur le marché. Et ces craies sont demandées sur le marché. Donc, ce n'était pas seulement un coup de foudre. C'est vraiment une histoire d'amour profonde qui continue. Ces craies se vendent. Et quand c'est comme ça, Papa Jo voit que ces craies se vendent, il enclenche immédiatement la dernière étape qui est la phase 5. Phase 5 consiste en quoi? Il faut monter en volume, recruter, basculer à 100% sur la vente de ses craies. Il n'achète plus les craies de quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est seulement ses craies qu'il achète. Et il faut maintenir ce niveau de qualité. Donc, à ce niveau-ci, c'est ce que Papa Jo fait. Puisque ces craies passent bien sur le marché, petit à petit, il diminue dans les volumes d'importation jusqu'à ce que c'est fini, il vend seulement ses craies. Il recrute le personnel avec des capacités de production de l'usine et il produit ses craies lui-même, gagne des parts de marché et conserve son niveau en marge. Papa Jo a réussi son pari. Et ça, c'est le parcours de Papa Jo. Le défi est maintenant de pérenniser cette activité. Donc, il faut garder ce qu'on appelle le standard pour deux raisons. La première, c'est pour maintenir la distance par rapport aux autres commerçants. Parce que Papa Jo, en vendant ses craies à 1700 maintenant, les autres commerçants qui continuent à vendre et qui vendaient les craies à l'époque à 2000, vous croyez qu'eux, ils vont encore aller commander les craies dehors? Ils vont venir prendre les craies de Papa Jo. Parce qu'eux-mêmes, en prenant les craies de Papa Jo à 1700, eux-mêmes, ils gagnent 300. C'est ça, non? Très simple comme calcul. Donc, non seulement Papa Jo a gardé ses clients, donc ses compétiteurs d'antan qui vendaient le même produit, la craie que lui, il les a aussi gagnés. Parce que eux maintenant viennent acheter la craie chez lui pour aller. OK? Voilà. Donc, il faut garder ce niveau de qualité de craie et optimiser au niveau de la production. Et ça, c'est vraiment un défi permanent. Lorsqu'on produit, on doit toujours veiller à minimiser ses coûts de production. Ça, c'est un autre chapitre. On pourra attaquer ça dans une autre rubrique. Parce que les coûts de production, c'est vous qui les maîtrisez. Acheter, c'est autre chose. Mais les coûts de production, c'est dans votre main. Voilà. Donc, à ce niveau, Papa Jo a réussi son pari. Il est devenu industriel. Il ne se tracasse plus à importer les craies de quelqu'un d'autre. On ne lui fait plus le chantage sur tel nombre de paquets de craies, tel nombre de conteneurs de craies. Maintenant, ce qu'il fait, il importe les matières premières. Soit il les achète localement, soit il les importe. Bref, et lui-même, il fait ses stocks de matières premières et il gère toute la chaîne de valeur en ce qui concerne la production de craies. Ça, c'est une belle expérience. Papa Jo a réussi, pourquoi? Il est important de comprendre. Parce que, en tant que commerçant avisé, avec beaucoup d'expérience, il a fait les bons choix. Et ça joue.
Parce que avoir du succès, ce n'est pas un jeu. Il y a des gens qui ont eu du succès par hasard, mais c'est très peu. Beaucoup pour avoir du succès, il faut qu'ils travaillent cela. Et le premier point de Papa Joe, c'est quoi? C'est qu'il a fait tout pour éviter les fréquentes causes d'échec que l'on rencontre dans notre environnement. Numéro 1, engagement partiel. Papa Joe est dévoué à son projet. Lui-même, il a été conscient que je vends les craies que j'achète au début. Si je laisse mon business maintenant pour me lancer seulement pour produire, ça fait comment? Il a mis une équipe additionnelle sur pied pour suivre son idée. Mais il fait le suivi chaque jour. Il est dévoué à cette activité. Généralement, il y a ce qu'on appelle l'absence d'une analyse profonde de marché avant le choix. On se lance comme ça sur une idée passagère pour faire quelque chose. Papa Joe a étudié le marché avec ses commerciaux. Et en plus de ça, il est parti se faire accompagner par un cabinet d'experts qui lui ont apporté l'objectivité dans son projet. Très important. Et naturellement, d'autres expériences que directement lui-même et son équipe ne pouvaient pas avoir. Le refus de se faire accompagner. Papa Joe a dit, je ne peux pas faire l'erreur là. Je m'en vais voir des Touch Industries. Ils ont l'habitude de faire ce genre de choses. C'est eux qui vont m'accompagner dans cette affaire. Et c'était le bon choix, parce qu'on a réussi. Le désir d'embrasser tout à la fois. On a souvent des clients qui commencent le projet le 1er janvier. Le 2 janvier, il faut déjà que les marges soient au maximum. L'industrie, ce n'est pas comme ça. Il faut quand même de l'haleine. Il faut être patient. Il faut aller étape par étape. On avance d'un pas, on consolide, on sécurise, on met le deuxième pas, on consolide, on sécurise. Et puis, lorsque dimanche arrive à la fin de la semaine, on a atteint le résultat. C'est ça. Voilà. On peut essayer d'aller un peu vite. Au lieu de dimanche, c'est samedi. Mais on ne peut pas tout comprimer à lundi. Ça devient un peu compliqué. Et le non-bouclage des financements. Comme je disais tantôt, les financements jouent un rôle important. Les financements sont nécessaires pour réussir un projet. Mais ce n'est pas les financements qui réussissent des projets. Parce que moi, personnellement, j'ai eu des gens qui avaient des financements. Ils n'ont pas réussi leur projet. OK? Les financements sont importants. Donc, il faut boucler les financements. Dans le cas de Papa Joe, il avait un peu ses fonds propres. Mais à côté de ça, il s'est fait accompagner financièrement par Afriland First Bank. Et ça a payé. Parce qu'on lui a mis un plan de financement sur pied pour accompagner l'implémentation de son projet. Et l'un des derniers ingrédients vraiment, et tout commerçant qui a du succès, généralement apporte cet ingrédient. L'art de la négociation, la patience et la persévérance. Vraiment, si quelqu'un est commerçant et qui devient très grand et qui ne sait pas négocier, c'est que moi, il ne sait pas comment il a fait. Le commerce, c'est négocier. Aujourd'hui, je gagne. Demain, je gagne un peu moins. Le lendemain, je gagne beaucoup plus. Un autre jour, je reste sur place. Je ne gagne pas. Mais à la fin, quand je regarde le parcours, je gagne et mes clients gagnent aussi. Parce que c'est ça. On ne perd pas. C'est pour ça que je n'utilise pas le mot perdre. Vous l'avez vu, dans mon développement, je n'ai pas utilisé le mot perdre. C'est je gagne un peu. Je reste à zéro. Mais ce n'est pas seulement vous qui devez gagner. Être commerçant, être industriel, c'est un contrat gagnant-gagnant. Quand on produit quelque chose, c'est pour vendre à qui? C'est pour vendre au consommateur. Vous êtes en contrat de par votre produit avec un consommateur. Si votre produit ne satisfait pas le consommateur, demain là, non seulement il ne va pas prendre votre produit, dehors là, c'est lui qui va salir l'image de votre produit et vous n'allez plus jamais le voir. Il ne va jamais faire de publicité sur votre produit. Donc c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Lorsqu'on fait le pas, lorsqu'on est commerçant, on prend un produit, on voit que ça ne passe pas. La craie de Robert Kohler ne marche pas. Je vais prendre la craie de Jean-Baptiste. Elle a l'air de marcher maintenant. Vous n'avez pas de problème, n'est-ce pas? Mais quand vous produisez, vous devez être sensible à ce genre de choses. Donc il y a ce mindset, cette attitude-là qu'il faut quand même un peu changer. Et pour changer cela, il faut négocier avec tout le monde. On négocie avec l'État. Pour avoir le contrat de bâtir, le permis de bâtir, vous devez rencontrer l'État, les ministères. Il faut bavarder avec eux. Pour avoir le
permis, je ne sais pas moi quoi, environnemental, vous devez discuter avec eux. Pour acheter les matières premières, vous devez discuter avec les fournisseurs. Pour embaucher, vous faites les interviews. C'est un contrat que vous passez avec vos employés. Le gardien, c'est un contrat que vous passez avec lui. Donc, on négocie à tout moment. Et c'est ça qui est vraiment le message derrière. Et Papa Joe sait faire les compromis. Parce que lui, il voit le long terme. Donc, ça, c'est la transformation qui a aidé. C'est des éléments qui ont aidé Papa Joe dans sa transformation. Aujourd'hui, il est devenu industriel. Il produit ses propres craies. Il vend ses propres craies sur le marché. Et c'est un exemple que beaucoup devraient normalement suivre. Très bien. J'ai beaucoup parlé de Détoche Industrie. Je vais chuter avec Détoche Industrie pour situer un peu qui est-ce que c'est. Détoche Industrie est une société, c'est moi qui ai fondé Détoche Industrie. Je suis le gérant de Détoche Industrie. Nous sommes basés à Douala actuellement, mais nous avons des projets dans les 10 régions du Cameroun. Ok. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons l'image à gauche, en haut. Nous commençons par ce qu'on appelle le conseil industriel. Ça veut dire quoi? Lorsque une petite idée est en train de germer dans votre tête là, c'est là où nous aimons commencer le taclage. On discute là avec vous déjà. Pour dire c'est une bonne idée. Ça peut marcher. Si on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Parce que nous avons une certaine expérience du paysage industriel au Cameroun. Notre spécialité, c'est la fabrication des machines pour la transformation agroalimentaire. C'est ça notre secteur de prédilection. Ça veut dire quoi? Nous faisons ce qu'on appelle les études de faisabilité technique. Donc, comme dans le cas de Papa Joe, il voulait fabriquer la craie. Il est venu nous voir. Nous avons développé son processus de fabrication. D'accord? Nous lui avons dit, tu as besoin de tel nombre de personnes pour fabriquer telle quantité de craie. Si tu travailles en un cas c'est 8 heures de travail par jour. Ok? Tu as besoin de telle performance, de tel type de machine, avec telle performance. Tes machines vont occuper tel espace, ok, vont consommer telle quantité de courant, d'accord? Et donc, avec ça, Papa Joe a pu construire son usine conformément aux besoins de son unité de production. Lorsque nous avons fait ça, nous avons conçu les équipements de Papa Joe. C'est ce que nous appelons la fabrication mécanique. Donc, nous sommes à 2 volets à ce niveau. Nous fabriquons des équipements sur place. Il y a d'autres équipements que nous sommes obligés de commander de l'étranger parce que ça nous fait mal de le dire, mais le Cameroun n'a pas encore un certain niveau technologique pour fabriquer certains équipements de précision. Donc, on est obligé de commander certains équipements de l'étranger. Mais même dans ce cas, c'est nous qui pilotons et qui faisons... Voici un siège, monsieur. C'est nous qui pilotons et qui faisons l'installation et la mise en service de tous ces équipements chez nos clients. Pour nos clients, c'est quel avantage? Ça fait que lorsque nous fabriquons les équipements sur place, tout thème, c'est nous qui intervenons. S'il faut venir à Yaoundé, par exemple, pour faire l'installation, ça nous prend le déplacement sur Yaoundé. Imaginez que vous avez commandé vos équipements de Turquie. Juste comme ça, hein, c'est un exemple. Ça peut être le Bangladesh, ça peut être le Brésil. Ok, il faut faire venir un technicien du Brésil. Passeport, il faut qu'il ait le visa. Il faut payer le billet d'avion. Il faut payer l'hébergement. Ensuite, il faut payer l'argent de poche, qui généralement c'est 150 à 200 000 par jour qui passe au Cameroun. Avant de le nourrir et avant d'assurer son transport, nous vous délestons de tout ça. Et puis, il faut communiquer à distance, il vous faut un interprète. Je crois qu'au Brésil, on parle portugais. Et dans les choses techniques, là, ce n'est pas souvent évident d'expliquer quelque chose dans la langue qui n'est pas la vôtre. Donc, il faut un interprète qui parle très bien portugais et anglais ou portugais et français. D'accord? Tout ça, ça vous coûte énormément de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle nous intervenons. Parce que même dans le cas où nous commandons les machines de l'extérieur, c'est nous qui gérons l'installation et la mise en service. Vous n'avez pas besoin de payer les frais de visa, de payer le transport, de payer l'interprète, etc., etc. Et derrière, la documentation et le suivi, c'est nous qui la livrons. La formation de vos techniciens, c'est nous qui la faisons dans nos locaux et sur place dans vos usines plus tard. C'est ça l'avantage de travailler avec nous.
Ce que nous faisons aussi, c'est des audits de compétitivité pour ceux qui produisent déjà. Ça veut dire quoi? Nous arrivons dans votre usine, nous voyons comment est-ce que vous produisez et nous vous proposons des améliorations pour pouvoir produire plus ou produire de manière beaucoup plus efficiente. Ça veut dire que vous économisez en termes de charge et au final, dans la balance, vous gagnez plus. D'accord? Et derrière, donc, nous faisons de la fabrication mécanique. Ça nous aide pour pouvoir faire des interventions rapides. Une machine est bloquée, je ne sais pas moi quoi, à Marois. On fait la pièce et puis on va avec les autres pièces de rechange. On fait l'installation et on redescend sur Douala. Voilà. Donc, ça, c'est ce que les Touch Industries fait. Marché de prédilection, comme je disais, c'est l'agroalimentaire, food processing, notre transformation agroalimentaire, et aussi les biens de consommation rapide et l'industrie générale. La craie, par exemple, on ne mange pas la craie. Ça entre chez nous dans l'industrie générale. D'accord. Donc, quelques exemples. Ça, c'est des machines maison que nous faisons. Nous faisons beaucoup dans les séchoirs. Par exemple, là, on a... le pointeur ne monte pas sur... À ce niveau, nous avons... ça, c'est un séchoir solaire. Séchoir solaire, pourquoi? Parce qu'il arrive que moi, par exemple, dans ma jardinière, j'ai certaines feuilles de thé que je veux sécher. Je n'ai pas de pression. Je mets mon thé, quand le soleil est là, ça sèche, c'est bon. Quand il n'y a pas de soleil, ça attend le soleil. Okay? Mais c'est pour ma consommation personnelle. Par contre, pour l'industrie, l'industrie a cette particularité qu'il y a la pression du marché. Les clients ont commandé. Vous avez dit que vous livrez à une date précise. Vous ne pouvez pas attendre le soleil. Ça va être dangereux. Donc, il faut techniser un peu plus ce modèle. Ça va nous faire évoluer vers des modèles de séchoirs qui sont mixtes comme celui-là, à gaz et à électricité, pour sécher vraiment tous les produits alimentaires. On peut sécher maïs, manioc, farine, café. On peut sécher les poissons, les fruits de mer avec. On peut sécher la viande, les poudres, etc. On peut moduler la capacité, mettre des kits solaires, les sources de chaleur différentes. Ici, par exemple, c'est une chaîne de séchage qui permet de sécher les grandes capacités comme une grande récolte de maïs. La saison du maïs est là. On récolte le maïs. 100 tonnes. Ça, c'est une chaîne qui nous permet de sécher et on utilise le bois. C'est une solution pour les zones rurales où nous avons ce genre de situation. Et là, c'est des déshydrateurs, par exemple, pour faire les pâtes alimentaires. Les spaghettis, les macaronis, les nouilles. Là, il faut contrôler beaucoup de valeurs, process. Nous sommes là. Ce que nous avons aussi comme machine maison, voici une siège ou bien ici, comme vous voulez. C'est ce qu'on appelle les ensacheuses. Les ensacheuses sont là pour faire les sachets, n'est-ce pas? On peut faire les sachets de thé, on peut faire les sachets de poudre, mais on peut aussi faire des sachets de vis. C'est pour protéger les vis contre la poussière. On met 2-3 vis qu'on va vendre à 100 francs, on met dans un petit sachet, c'est propre, et ça présente bien, et ça ne dégrade pas le produit. Donc nous faisons ce type d'ensacheuse-là. Ça, c'est une ensacheuse pour produits liquides, par exemple pour ensacher de l'eau ou les jus, comme élément d'exemple. Quelques références, nous avons travaillé avec pas mal quand même de gros calibres déjà au Cameroun. Nous avons travaillé avec Kamler, Tiof, je crois que ça vous parle, spécialement les mouchoirs de poche. Épices secrets, c'est beaucoup utilisé en cuisine, je ne sais pas si vous connaissez épices secrets. Nous avons travaillé avec épices secrets. Molige qui fait les levures, entre autres, okay, des levures pour les gâteaux, Butec dans la broderie, les abattoirs. Donc, nous avons travaillé avec ces sociétés et notre travail, c'est vraiment l'accompagnement industriel, la conception et la fabrication de machines pour faire leurs produits. Okay. Chez African Agricole, par exemple, c'est tout l'abattoir que nous avons conçu et faire les découpes pour les supermarchés, les saucisses. Donc, il faut des machines pour faire ça. Hein? Voilà, ça c'est un exemple. Et nous avons travaillé aussi avec Apon dans la chaîne pour la production des jus. Okay, les jus naturels. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, tous ceux qui nous suivent en ligne, j'espère que j'ai pu mettre un peu de lumière sur le parcours héroïque qu'un commerçant peut, que nous proposons en fait aux commerçants pour évoluer en fait à la position industrielle. Moi personnellement, je pense que c'est un parcours logique
Parce que quand vous faites le commerce, vous avez atteint un certain niveau, on a toujours besoin d'un peu de challenge. Et je ne vois vraiment pas quel peut être un grand challenge que de devenir industriel. OK? Et quand vous devenez industriel, vous créez beaucoup d'emplois de manière directe et indirecte. Et aujourd'hui, surtout, comme nous sommes dans la mouvance de 2023 avec le plan de la SND 30, je crois qu'il y a beaucoup de possibilités et de facilités à ce niveau-là. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je suis ouvert s'il y a des questions, des précisions à apporter. Merci beaucoup. Alors, nous espérons que vous avez apprécié la présentation. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi, il y aura une série de questions-réponses. En fait, il y en aura plusieurs. On va prendre une première série de questions, à la suite de laquelle on va introduire M. Alex Tekam, qui est le patron de Force N, un commerçant. Il a commencé comme commerçant et ensuite il est devenu industriel. Donc, il prendra le micro pour vous décrire le parcours tel qu'il a vécu, les difficultés qu'il a rencontrées, comment il a taclé ces difficultés-là. Donc, on prend une première série de questions, 3 questions de différentes personnes. Et ensuite, on passe la parole à M. Tekam. OK. Donc, on commence par la dame et ensuite par le monsieur. Bonjour à tous et merci au responsable de Détoche pour sa présentation. Je m'appelle Madame Chamago Sophie Karine. J'ai 2 questions par rapport aux étapes, au processus que vous aviez mis en place pour accompagner de l'étape de commerçant de l'étape du kick-off jusqu'à la série. Est-ce qu'on peut revenir sur cette... Merci. Oui, à ce niveau-là, au niveau du prototypage. Voilà. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que à ce niveau, prototyper le produit et aller voir comment ce produit se comporte sur le marché. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, moi, je voudrais comprendre à ce niveau où est-ce que ma banque peut m'accompagner. Parce qu'on nous demande dans un business plan, analyse de marché. Oui, vous analysez le marché, vous testez. Maintenant, pour prototyper, il faut des fonds pour acheter le minimum pour prototyper. Et parfois, on nous demande déjà, au niveau même déjà du prototypage, que le produit soit rentable. Donc, expliquez-moi ça en français facile. Comment ça se passe? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, on prototype, on teste le marché, on a de bons retours. Mais ça ne veut pas dire que sur la durée, peut-être le produit peut s'installer sur le marché. Parce qu'on a l'effet de nouveauté qui fait que, bon, c'est nouveau, les gens s'intéressent. Mais est-ce que sur la durée, le produit va s'installer sur le marché? C'est encore un autre défi. Voilà. Maintenant, lorsqu'on quitte du prototypage à la pré-série, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire on met en place toute l'équipe et tout. On peut mettre en place l'équipe et tout, mais maintenant, le produit ne s'installe pas sur le marché comme c'est prévu. À ce niveau, comment je gère, puisqu'il y a des fonds que j'ai empruntés de ma banque, même s'il y a eu l'expertise, même s'il y a eu les analyses, mais le marché est comment on appelle ça? Est l'examen final, ce n'est pas l'entraînement. Donc, il faut qu'on me dise, à ce niveau, si je suis à la pré-série et que le produit ne correspond pas au prévisionnel qui a été fait dans le business plan, comment l'accompagnement se passe pour qu'on puisse redémarrer sur une bonne voie? D'accord, très bien. Je crois que les 2 volets se résument toujours au financement, c'est ça, non? Mais oui, l'accompagnement aussi, d'accord. Bon, je vais répondre le compartiment accompagnement et puis je vais faire la passe pour dire en financement comment ça peut se passer, tout en donnant peut-être à l'accompagnement certains éléments. Voilà. Le premier volet, c'était par rapport à un prototype. C'est ça, il faut les financements. En fait, le prototype, c'est quoi? C'est juste une phase avancée qui fait partie du business plan.
J'ai commencé par un business plan. Et dans ce business plan, vous devez inclure la phase de prototypage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous montez votre plan business et que vous vous faites accompagner par un institut financier derrière plus tard, le prototypage fait partie de vos négociations. Vous comprenez un peu? Donc, quand votre partenaire financier décide d'être avec vous, c'est une donnée qu'il doit intégrer dans son plan de financement. Ce n'est pas que vous... Non, ça doit faire partie du business plan. Voilà, donc c'est comme ça que, et là c'est clair pour tout le monde que nous sommes dans une phase où il faut un peu de fonds pour pouvoir lancer le produit. Sur le terrain, ça se manifeste comment? Généralement, les fonds pour accompagner le prototypage, c'est une mezzanine, c'est un mélange. Il y a une partie du capital du promoteur et il y a une partie que voilà, les partenaires financiers apportent. Voilà, parce que les partenaires financiers eux aussi, bon, c'est clair, ils aimeraient voir comment le promoteur s'investit dans le produit. Voilà. Maintenant, au niveau de la pré-série, le deuxième volet de la question, c'était que le prototype était bon, vous lancez en pré-série, ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Dans le business plan aussi, j'ai parlé d'un plan marketing, une stratégie marketing. Vous devez accompagner, faire le tapage. C'est ce qu'on dit chez nous là. Il y a une politique de marketing qui accompagne toute cette transformation. C'est pour ça qu'on parle de stratégie marketing. Vous n'allez pas commencer à faire la publicité au début et puis c'est pas d'activité et puis vous laissez le marché décider seul. Non. Vous devez continuer sur cette lancée-là. Parce que comme on dit, ici nous quittons d'où? Nous venons d'où? Nous venons du fait que nous sommes commerçants. On nous connaît déjà. Nous vendons un produit bien précis qui est déjà accepté dans le marché. Et on a commencé par le kick-off, dans lequel ceux à qui nous vendions déjà nos produits ont accepté de nous accompagner dans cette transformation-là en disant que oui, si ton produit est moins cher et passe, je suis prêt à aller avec toi. Logiquement, si vous faites maintenant ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire avoir un plan marketing, avoir un plan de financement et un plan industriel de montée en puissance, logiquement, normalement, il n'y a rien qui devrait se mettre sur votre chemin pour vous empêcher d'être sur le podium. Ok, des expériences que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des cas de force majeure. Okay? Les cas de force majeure, c'est le tonnerre est tombé, ça a brûlé toute votre usine avec les équipements. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas gérer à ce niveau. Mais logiquement, lorsque vous mettez un plan comme ça sur pied avec ces accompagnements et vous êtes discipliné vraiment dans l'exécution de ce qui doit être fait, il n'y a pas de raison que le résultat ne sorte pas. C'est pour ça que ce plan a pu s'imposer sur le marché. Voilà. Pour le financement, je pense que je vais te passer la parole. Parce qu'il ne faut pas que je dise les choses qui ne passent pas dans le programme de la banque. D'accord. C'est vrai que le volume est un peu fort ici. Donc, il y avait beaucoup d'éléments de réponse dans sa question. Quand vous passez de commerçant à industriel, c'est qu'il y a déjà une certitude par rapport au marché. Donc, vous allez juste passer au statut d'industriel et réaliser l'économie en termes de coût de revient. Donc, si vous achetez à 1500, vous allez acheter, vous aurez maintenant un produit à 1000 francs, ce qui constituera un autre argument de vente. Donc, dans les simulations, on ira d'abord sur la base de ce que vous faites et puis on mettra un taux de croissance relativement à cet avantage en termes de prix. Maintenant, pour ce qui est du prototypage, en général, dans le processus, il faut se faire accompagner. Donc, le banquier sera rassuré si vous dites que votre responsable de production sera, par exemple, le responsable de production du concurrent que vous avez débauché. Donc, on va supposer qu'il y aura une phase de prototypage, mais on se dit, en raison de son expérience, c'est une phase qui ne va pas durer longtemps. Donc, on sera rapidement sur un produit qui est déjà concret et qui ira sur le marché. Donc, c'est des éléments qu'on prend en compte. L'expérience de l'équipe qui va amener le projet jusqu'à la fin. Ok, j'ai le micro. Bonjour, je suis Audrey Casio de Castrux. Voilà, ma question pose sur le thème même, passer de commerçant à industriel. Ma question est simple. Est-ce qu'on ne peut pas devenir industriel sans être commerçant?
Ou alors, quels sont les avantages d'être commerçant, de passer de commerçant plutôt à industriel? Merci. Oui, merci pour la question. On a beaucoup d'exemples, non, qui deviennent industriels sans être commerçants. En fait, l'idée de cet atelier était de montrer, comme je disais, une évolution dans un parcours. Donc, je suis commerçant comme Papa Joseph, qui est commerçant de craie. Il a tellement vendu les craies que ça lui donne tellement d'argent. Et lui-même, il amasse sa fortune. Il faut qu'il fasse quelque chose d'autre, au-delà de construire des maisons et des immeubles. Voilà. Donc, montrer qu'il y a une continuité devant. On ne va pas s'arrêter à être commerçant. Mais sinon, bien sûr, vous pouvez produire vos craies en commençant à zéro. Sauf que la différence fondamentale entre débuter l'industrie en étant déjà commerçant dans un produit que vous vendez déjà, c'est comme il le disait, vous venez avec un gros bagage, canal de distribution. Vous connaissez le marché, vous connaissez les besoins. C'est ce qu'on suppose pour un commerçant qui a du succès. Or, si moi je me lève de mon coin là et je dis ok, je vais commencer à vendre les craies, il faut que je commence d'abord par les analyses de base de marché, que je commence à observer le marché, qui est même le concurrent dominant sur le marché. Papa Jo vous répond la question là à 1h du matin en plein sommeil. Il va vous dire Robert Collor, il ne réfléchit pas. Vous allez dire ok, je vais aller chercher l'info. Vous commencez à taper sur le net que vous voyez. Donc c'est un peu ça. C'était juste pour dire que il y a une continuité dans ce qu'on fait quand on est commerçant. On peut évoluer en industriel, mais dans tous les cas, c'est possible de commencer de rien pour devenir un industriel. J'ai plein de cas sur la main. Vous voyez, donc voilà. Ok. Sur le point, je voulais ajouter que alors, le sujet, on le propose parce que beaucoup ont engagé cette transition sans les informations qui ont été proposées dans le PowerPoint et échoué. En tout cas, nous, à Freeland, on a reçu beaucoup de demandes de commerçants qui voulaient passer au statut d'industriel. Sans ces éléments, à la fin de la journée, le projet n'a pas abouti. Donc, on essaie d'attirer l'attention de ceux qui envisagent ces transitions sur ces éléments, afin qu'ils les prennent en compte pour mieux s'outiller et s'embarquer dans quelque chose qui réussira. Quand vous dites que ceux qui n'ont pas suivi ce processus, les projets n'ont pas abouti, vous avez une idée de Alors, moi personnellement, ça fait 4 ans, j'en ai reçu des dossiers de ce type 10. Et après les 4 ans, il y a juste 4 qui se comportent bien. Les autres sont en difficulté. Donc, il faut aller faire les restructurations. Donc, 4. Bonjour, merci pour la présentation. Je me nomme Pokam Justin, responsable de Lidi Shop. Bon, je m'associe beaucoup plus au niveau de la stratégie. Je voudrais savoir si Detoche intervient beaucoup plus dans les conseils stratégiques. Parce que je pense que après avoir réalisé toutes ces étapes de transformation et qu'on a un nouveau produit sur le marché, qui les concurrents ou le concurrent majeur se sent menacé, je ne crois pas que ce nouveau produit n'aura pas de problème, en fait, ne va pas rencontrer des difficultés. Un cas de figure qui s'est passé ce décembre dernier avec les yaourts. On s'est rendu compte que la saison sèche a démarré. Tous les autres concurrents d'une certaine marque de yaourt étaient hors jeu. Il y avait une seule marque. Lorsqu'on circulait dans presque tous les mini supérettes, boutiques et supermarchés, c'était la seule marque. Et après quelques enquêtes, je me suis un peu renseigné. L'État avéré que le concurrent, le leader du marché des yaourts au Cameroun, a étudié une stratégie pour mettre hors d'état de nuit tous ceux qui pourront vivre la vedette pendant cette période. Parce que c'est le moment où ils se font des grosses marges de bénéfices. Vraiment. Donc, ça allait assez bien, classique. Mais il y a une réalité qui est sur le terrain, beaucoup plus stratégique, qui fait en sorte qu'on peut facilement te mettre hors d'état de nuit lorsque tu cherches déjà à pénétrer le marché. Très
très facilement si tu n'es pas bien outillé stratégiquement. Donc, je voudrais savoir si Détoche Industrie prend accompagne dans cette stratégie-là pour pouvoir ne pas se faire manger par les gros poissons. Merci. Oui, effectivement, merci pour la question. La stratégie, hein, vous l'avez, c'est partout. C'est pas seulement sur la stratégie marketing. Vous avez une stratégie dans le plan de financement, vous avez une stratégie même dans le plan des équipements. Même, j'ai parlé du plan d'implémentation stratégique, comment vous implémentez le plan. Donc, la stratégie intervient dans tous les domaines. Maintenant, nous, notre force, comme j'ai introduit les Détoche Industries, c'est de maîtriser les processus industriels. Et les pans qui ne sont pas directement dans notre domaine, nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons qui sont spécialisés sur l'accompagnement stratégique des entreprises. Ça, c'est l'autre avantage de travailler avec les Détoche Industries, parce que quand vous travaillez avec nous, nous avons automatiquement d'autres spécialistes qui sont nos partenaires que nous proposons. Et parce que nous savons leur importance capitale pour la réussite du projet. Donc, l'accompagnement stratégique fait partie du projet. Donc, on ne saurait vous proposer quelque chose sans la considérer. OK. Voilà. Bonjour, je suis M. Tsala. Oui. Je suis un jeune entrepreneur, porteur de projet. J'ai mis sur pied en 2015 un espace de moulin écrasé dans un marché de la place. Et j'ai eu tellement de succès. En 2021, je me suis dit qu'il fallait que j'agrandisse ma structure parce qu'auparavant j'étais à l'informel. En 2021, j'ai rendu ma structure formelle. Oui, j'ai monté un projet. Moi, auparavant, je faisais dans la transformation du maïs et du manioc en semoule, donc foufou. J'ai donc vu l'importance, la consommation, la demande. Je me suis donc dit, bon, pourquoi ne pas agrandir et faire des farines peut-être panifiables. J'ai donc monté un projet. Le projet, je l'ai commencé en 2021. J'ai tellement travaillé au point où actuellement je suis en pourparlers avec le gouvernement. Quand il dit en pourparlers, le ministre des Finances a étudié mon projet. Il a constaté que le projet était tellement rentable, viable, et il répondait vraiment. Ça, c'est le document que le MINFI m'écrit. Vous pouvez regarder. Donc, il a donc estimé que le projet s'inscrivait dans la SN d'écran, qu'il était vraiment rentable. Je lui ai demandé un financement à travers le portefeuille de 200 milliards que l'État octroie aux entreprises via les banques. Il a accordé. Bon, quand il dit accordé, il a accepté. Il m'a demandé de me rapprocher auprès des institutions bancaires. Oui. Je me suis rapproché, mais je ne vais pas dire que j'ai été déçu. Bon, peut-être je n'ai pas eu les bons interlocuteurs. Oui, c'est pourquoi il profite de cette occasion pour vraiment poser ce problème. Il a demandé que je me rapproche d'une banque qui va étudier mon projet aussi et qui va lui transmettre pour que l'État finance le projet. Je me suis rendu à Philan First Bank parce qu'il a demandé que je recense d'abord les banques éligibles, ce que j'ai fait. Philan First Bank est la deuxième banque dans la liste. Je me suis rendu à Philan First Bank. La réponse que j'ai eue m'a vraiment découragé au point où je me suis demandé que bon, on va où là? C'était quoi la réponse? Excusez-moi de la t'appeler. réponse, c'était on ne peut pas financer des projets comme ça. On ne connaît même pas d'abord la teneur des 200 milliards. Or, moi, je sais que si une banque éligible, elle connaît automatiquement ce qui veut dire le portefeuille. Bref, ils m'ont découragé au point où j'étais obligé d'écrire encore, de me relancer encore dans les écritures. J'ai donc vu que bon,
Parce ils m'ont dit que si le projet est bien, j'ai parcouru au moins 5 banques qui m'ont donné presque les mêmes réponses. Si l'État estime que le projet est vraiment bien, ils peuvent d'abord te subventionner, t'accompagner. Et là, à la suite, ils ont parlé peut-être des terres, parce que nous voulons produire. Ils ont parlé des terres, ils ont parlé des machines. Si tu as déjà les terres, tu as déjà les machines, nous pouvons financer la matière première. Oui. J'ai donc entrepris cette démarche avec le Minader, où j'ai sollicité des espaces de terre sur le projet Plaine Centrale, sur la zone Tui, Yoko, Tibati, parce que l'État veut mettre sur pied là-bas une zone industrielle. J'ai sollicité les terres, je suis en pourparlers avec le Minader. J'ai rencontré aussi le MINMIT pour l'industrialisation. Il a aussi vu le projet, il l'a apprécié. Je suis aussi en pourparlers avec lui. Je reviens donc vers vous aujourd'hui. Vu ce document, qu'est-ce que je peux faire pour que la banque, la meilleure banque, j'ai lu ça là hier, que la France Press Bank est la meilleure banque qui accompagne. Oui. D'accord, Qu'est-ce merci. que je peux faire pour que... Oui. Et c'est un projet vraiment... J'ai présenté ça aux expatriés. Ils m'ont dit que depuis qu'ils parcourent l'Afrique, au Nigeria, ils n'ont jamais vu que vraiment c'est un très meilleur projet. Tellement il est bien structuré et je ne voudrais pas que quelqu'un de l'extérieur vienne bénéficier alors qu'on peut profiter nous tous ici au pays. Merci. Bon, avant de transférer la parole au banquier, je veux comprendre un peu, quand vous avez donné quel genre de documents au ministère, par exemple, et aux autres expatriés, partenaires, pour qu'ils vous donnent le retour que c'est bien monté, vous avez donné quel genre de Ils documents? m'ont demandé, au MINFI, je lui ai fait une fiche du projet, le projet dont les éléments essentiels du projet, le business plan. Bon, je pense que c'était tout. Bon, c'est récemment que le Minader m'a demandé de lui fournir les 10 exemplaires du projet. Parce qu'il y a une concertation qu'on doit tenir d'ici à là pour qu'on présente le projet au Minader et pour avoir les terres qu'on a demandé. Bref, ils ont demandé tout ce que vous avez dit là, le business plan, l'état financier, tout, bon, tout ce qu'on peut demander, tout ce qu'un projet peut comporter. Oui. D'accord. Merci, merci monsieur. Je vais vous prendre en B2B tout à la fin. On va en discuter. Donc, Ok. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Peut-être, je ne sais pas. en attendant, on passe d'abord la parole à Force N. Monsieur Tekel. Allô, allô, allô. Bon, merci de m'avoir passé la parole. Moi, je me nomme un peu comme Alexis, je suis commerçant. J'étais d'abord commerçant et aujourd'hui, j'aspire à être industriel. Bon, je vais vous lire rapidement ce que j'ai prévu pour ça. Bon, le terme a été passer de commerçant à industrie, ce qu'il faut savoir. Bon, répondre aux questions suivantes. Pourquoi je me suis lancé dans l'industrie? Ça, c'est la question 1. De 2, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées lors de la mise sur pied de mon unité industrielle? Ça, c'est la deuxième question. La question 3. Comment ai-je fait pour surmonter les difficultés? J'étais dans le commerce du maïs au marché Mokolo déjà, du haricot et des produits vivriers. Et je m'étais rendu compte que la plupart de mes clients de maïs étaient des éleveurs et des provendiers. C'est ainsi que le fil à aiguille, je me suis lancé dans la provenderie. J'ai constaté que l'un des intrants qui connaissait les ruptures sur le marché et en travers
durement mon activité était le tourteau de soja. C'est ainsi qu'ayant rassemblé mes économies, j'ai mis sur pied une unité semi-artisanale de production de tourteaux de soja et d'huile de soja. Je me suis donc rendu compte qu'en produisant du tourteau de soja, j'avais un produit huile de soja brute à forte valeur ajoutée. Au départ, je la commercialisais brute sans qu'elle ne soit raffinée. Et le retour de notre clientèle d'huile de soja nous a permis de comprendre que finalement, afin de la satisfaire et accroître notre marge, une unité de raffinage d'huile de soja brute était nécessaire. C'est dans cette optique que j'ai effectué un déplacement en Chine afin d'acheter toute une chaîne de presse et de raffinerie d'huile de soja. D'où l'industrialisation proprement dite de ces activités. Bon, la question de les difficultés rencontrées. Bon, les difficultés que nous avons rencontrées quittant de commerçant à industriel. En première position, il y a les démarches administratives auprès du MIMIT, du MINEDEC, du MINCommerce, de la mairie, de la zone d'installation. Les difficultés d'accès au financement. Bon, c'est-à-dire accompagnement de la banque pour l'acquisition de la matière première pour ma campagne de production annuelle. Les difficultés d'accès au financement pour l'agrandissement de mon unité de production. Les difficultés liées à l'importation des équipements et pièces de rechange. Comment j'ai fait pour surmonter mes difficultés? Je me suis entouré de mon principal collaborateur qui a roulé sa bosse dans la comptabilité, la finance, la fiscalité et l'industrie. Je me suis inscrit évidemment au niveau de mise à niveau qui a mis à ma disposition un accompagnateur lequel m'a permis de structurer notre réunion de production hebdomadaire afin de suivre à la loupe nos variables cibles de production. Donc voilà, en quelques mots, le parcours du petit commerçant de maïs au marché Mokoro de Yaoundé à industriel, producteur d'huile de soja raffinée et de tourteau de soja. Donc voilà, en grosso modo, j'ai été très bref. Et s'il y a des questions, parlant quittant de commerçant à industriel, je suis à vous. Bravo. Donc, vous avez le parcours de M. Tekam qui vendait le maïs et les produits pour l'élevage. Il s'est rendu compte que les tourteaux de soja étaient difficiles à avoir. Il a donc eu l'idée de produire les tourteaux de soja et passage. Pour la production des tourteaux de soja, vous avez l'huile de soja brute. Il a encore passé un autre cap pour affiner la dite huile. Donc voilà à peu près le chemin qu'il a parcouru, les difficultés qu'il vous a présentées. Donc si vous avez des questions spécifiques à son égard et aussi à l'égard de M. Kamdem, vous prenez également le micro. Merci bien, Monsieur Tekam. Voilà, j'ai juste deux petites questions pour vous. La première, c'est l'industrie. Ça fait combien de temps, ou bien vous avez été commerçant pendant combien de temps avant de vous lancer dans l'industrie? Et ça fait combien de temps vous êtes dans l'industrie? Et la seconde question, vous avez parlé d'un bureau de mise à niveau. C'est quoi exactement? Merci.
commerçant, je l'ai commencé aux affaires 2005. En fait, 2005. Mais l'idée de faire l'industrie me traversait la tête. Et industriel, je l'ai commencé autour de 2015. Bon, en commençant comme tout le soja, moi je ne m'y connaissais pas. Bon, il fallait disposer de quelques économies pour m'acheter une machine. Et puis là, c'était lancé. Hein, toutes les difficultés on résolvait en travaillant. Jusqu'à ce qu'au jour d'aujourd'hui, on continue à travailler, quoi. Et le bureau de mise à niveau? Le bureau de mise à niveau, bon, c'est une institution, je crois qu'elle est nationale, je pense. Il approche généralement les industries et vous propose leurs services. Je crois, et tout ce genre. Bonjour. J'avais une question par rapport à à votre expérience que vous nous avez partagée. Vous avez dit tout à l'heure que au niveau des difficultés que vous avez rencontrées, c'était avoir les agréments au niveau de Minader et des Minmid, ainsi de suite. Je voulais savoir si maintenant vous êtes au bout de la course ou bien vous êtes toujours en attente de certaines certifications et agréments. Bon, en fait, nous avons eu déjà des certifications pour ces ministères, mais on n'a pas commencé avec. À utiliser. Oui, non, quand on s'est installé, au fur et à mesure, on demandait des papiers au fur et à mesure, quoi. Mais aujourd'hui, nous sommes OK. D'accord. Une dernière question. Est-ce que ça coûte cher d'être industriel, M. Tekam? Ça coûte cher. Ça coûte trop cher. Hein? Notre usine aujourd'hui, il faut évaluer. Nous sommes à plus de 500 millions quand même. Bon, là, tu parlais près d'une banque près de 500 millions et puis, non, je pense pas. Mais, on a commencé à un niveau. Aujourd'hui, on avance. En fait, est-ce que j'ai une question? Parce que de votre expérience, j'ai vu vous êtes quitté d'un secteur d'activité qui n'était pas forcément l'huile de soja, mais qui était agro-pastoral. Vous êtes toujours dans l'agro-pastoral. Vous avez évolué de fil en aiguille selon la manière dont vous analysiez le marché. Vous dites, c'était le maïs d'abord, après je me suis retrouvée dans la provendrerie. De la provendrerie, je me suis retrouvée en train de faire le tour de soja. Et je me suis rendu compte que l'un des éléments de production du total de soja, qui est l'huile, avait de la valeur ajoutée. Et je me suis mis à faire de l'huile. Mais je dis, est-ce que dans tout ce processus, vous avez votre gestionnaire qui vous accompagne? En fait, j'ai un gestionnaire aujourd'hui, mais je l'ai commencé seul. Qu'est-ce qui m'a fait entrer dans le total de soja, par exemple? Commençant par le maïs que moi je vendais, mais j'avais beaucoup plus trait avec les éleveurs, quoi. Et le soja, le total de soja entre à environ 30% dans la fabrication de l'aliment pour volaille. Et tout. Et je me suis orienté vers ce côté-là. Si dans quelques années, je sais pas, notre objectif, c'est de pouvoir demander à l'État d'arrêter l'importation du total de soja. Parce que nous pouvons le produire.
Donc voilà à peu près. Bonjour. J'ai une simple question. Est-ce que vous pensez que réellement, selon votre expérience, tout commerçant peut devenir industriel ou il faut une qualité particulière? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, dans votre groupe, à mes consciences, nous tous ici là, est-ce que nous pouvons devenir industriels ou il faut autre chose? Merci. Ça dépend de ce que vous faites comme commerce, par exemple. Et avoir, je peux dire quoi? En idée. C'est-à-dire avoir l'idée de pouvoir fabriquer quelque chose. Je peux vous dire, je peux vous rassurer, le Cameroun est vraiment vite en termes de produits industriels, par exemple, quoi. Il y a tellement de choses à faire. Tellement. Si vous lancez un peu, un tout petit peu, ce goût, cet amour envers ce que vous voulez vous lancer, non, ça va aller, quoi. Ça va aller. J'ai une autre question, j'espère que ce sera ma dernière. Vous avez indiqué dans votre exposé tout à l'heure avoir acheté les machines en Chine. J'aimerais savoir pourquoi le choix de la Chine, pourquoi pas une autre destination. Certains nous auraient fait croire que ces machines ne sont pas de bonne qualité. Et deuxièmement, pouvons-nous avoir une idée de votre capacité de production? Merci. Qu'est-ce qui m'a motivé à acheter les machines en Chine? La Chine est moins chère, il faut le dire. Pas de très bonne qualité, mais on peut commencer avec. Vu par exemple, acheter en Europe, en fait, s'il faut voir la différence entre acheter en Europe et acheter en Chine, on peut débuter par la Chine, avec des petits moyens. Une machine en Chine, par exemple, si ça va te coûter, je veux un exemple simple, une machine qui te coûte peut-être 5 millions en Chine. En Europe, vous avez ça autour de 20-25 millions. Hein. Ah oui. Mais la différence, vous avez la même machine en Europe, par exemple, c'est autour de 6 mois, 1 an que vous aurez à faire aux pièces de rechange. Et par contre, en Chine, dans 1 mois, vous aurez besoin des pièces de rechange. Mais on peut commencer avec. C'est un peu ça. Et vous avez dit la deuxième question, c'était quoi? Bon, nous faisons 10 tonnes par jour aujourd'hui, quoi. Oh. Aujourd'hui, nous avons des capacités de fabrication de machines au Cameroun. À l'exemple de Détoche Industrie, nous ne sommes pas les seuls sur le marché. Et depuis que je suis sur le marché, je challenge les entrepreneurs de venir me montrer comment la Chine est moins chère que quelque chose qu'on a fabriqué ici, avec l'ingéniosité des Camerounais ici là. Parce que au pire des cas, lorsqu'on parle des pièces de rechange, là où je le rejoins, mais aussi au niveau de la maintenance, le SAV. Parce que ce qu'il faut comprendre dans la chaîne, dans vos coûts de production, c'est les coûts d'exploitation d'une machine. L'achat, l'acquisition d'une machine, c'est un investissement qui se rembourse sur le temps. D'accord? Mais chaque jour que vous produisez, votre machine consomme du courant. Elle consomme de l'eau pour nettoyer la machine. Et puis il y a les pièces de rechange, comme il a dit, pour faire la maintenance et tout ça. Ces frais-là entrent de manière directe dans vos coûts de production par jour, quand vous allumez, quand vous éteignez. Et ça veut donc dire que au-delà du prix de la machine, parce que notre tissu regarde beaucoup plus seulement le prix de la machine. Une machine peut être moins chère au niveau du prix et vous revient au final beaucoup plus cher parce que les coûts d'exploitation sont beaucoup plus élevés. Les coûts d'exploitation, vous les avez sur 10 ans, 20 ans, chaque jour, alors que vous achetez la machine un jour. Voilà, et c'est ça aussi qu'il faut considérer lorsqu'on monte des projets. Ce n'est pas seulement le prix de la machine qui est important.
Ok. Donc, c'est les deux choses que je voulais ajouter à ce qu'il a dit. Donc, on a vraiment la capacité aujourd'hui de proposer quelque chose. Nous-mêmes, quand nous sommes arrivés ici en 2012-2014 pour démarrer, c'était difficile de trouver des gens avec qui travailler sur le terrain. Il n'y en avait presque pas. Aujourd'hui, nous avons... Je dis toujours que c'est trop facile de parler de compétiteurs parce que, comme il a dit, le Cameroun est tellement vide. Dire aujourd'hui que nous avons la compétition dans la fabrication de machines, c'est exagéré. Parce qu'au Cameroun, il y a un qui fait les moulins, l'autre fait les ensacheuses, l'autre fait... Il n'y a vraiment pas compétition. Parce que le marché est là et une chaîne de fabrication a besoin de toute cette machine pour pouvoir sortir le produit. Mais, comme c'est le français, on va dire que nous sommes les compétiteurs. C'est ça. Ok, je vous repasse la parole. Continuez avec les questions. Merci, excusez-moi, je n'ai pas été au début, mais j'aimerais savoir si vous faites toujours un contrat de maintenance quand on achète une machine chez vous et faire maintenant la comparaison entre ce qu'on achète sur place et ce qu'on achète en Chine. Est-ce qu'à partir de là, on ne peut pas nous dire plus facilement si c'est mieux d'acheter au Cameroun? Bon, de manière classique, lorsque vous achetez des équipements, que ce soit chez nous, chez les Chinois ou ailleurs en Europe, il y a ce qu'on appelle un contrat de garantie. La garantie dit par exemple que pendant un an, c'est des pannes que vous n'avez pas causées. Parce qu'il faut aussi préciser ça. Lorsque vous achetez un équipement, on vous forme à utiliser l'équipement. Si vous utilisez l'équipement différemment et que ça cause des pannes, vous devez être responsable de ces pannes-là. Mais si les pannes viennent, vous n'avez rien causé ces pannes-là, dans la période de la garantie, c'est celui qui vous fournit les équipements qui doit gérer ces pannes, les frais pour le mettre en service. Ça, nous le faisons. Au niveau maintenant des contrats de maintenance, nous proposons des contrats de maintenance, c'est le standard sur le marché. Ok. Maintenant, ça dépend, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être jusqu'à 4 ans. Ça dépend des termes du contrat de maintenance. Et la problématique qui va se poser, c'est généralement au niveau des pièces de rechange. Parce que généralement, quand vous achetez une machine, par exemple en Chine, on va vous envoyer avec les pièces de rechange, comme il a dit, peut-être 1 mois après. Nous, ce que nous faisons, parce que nous avons un tissu industriel qui n'est pas encore stable, nous avons nos clients, les clients de Détoche Industrie. Ce que nous faisons, c'est dans nos contrats de maintenance, nous essayons, parce que quand vous avez des pièces de rechange stockées, c'est de l'argent que vous avez stocké. Avec cet argent, vous pouvez acheter vos matières premières. Donc, ce que nous faisons, c'est nous disons, OK, nous savons toutes les pièces de rechange. Nous connaissons toutes les pièces de rechange, par exemple, qu'un client a besoin. Nous allons lui dire, OK, nous passons le contrat de maintenance, mais cette pièce de rechange-là reste chez nous. Cette pièce de rechange reste chez nous, ce qui permet que lorsqu'il y a un souci, nous pouvons intervenir rapidement. L'avantage pour le client, c'est que tout l'argent qu'il devait dépenser pour stocker les pièces de rechange à côté, chez lui, il n'a pas besoin, il peut l'utiliser pour sa production, pour sa trésorerie, parce que c'est pas rare qu'on ait des tensions de trésorerie en production, d'accord. Et nous maintenant, on a cette facilité de dire, la pièce, on peut l'utiliser chez un autre client, parce qu'on en a 2 ou 3 en stock. Donc nous avons un stock pour servir plusieurs clients. Et ça permet ainsi donc à notre niveau de contribuer vraiment à la réalisation du tissu industriel au Cameroun. Parce que les pièces de rechange, surtout quand vous avez des machines différentes, je prends la machine chez un fabricant A, chez un autre fabricant B, fabricant C, il y a un moteur ici, un moteur là-bas, j'ai besoin de 3 moteurs. Alors que si vous avez pris chez un, il a mis le même type de moteur partout, vous avez un seul moteur en pièces de rechange. Donc c'est cette stratégie-là aussi au niveau des pièces de rechange qui vous permettent d'économiser de l'argent. Et c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte quand vous travaillez avec un expert. Donc on fait ça de manière automatique parce que c'est notre métier. Mais quand vous travaillez avec quelqu'un qui n'est pas vraiment routinier dans ce genre de choses, ça vous coûte cher au niveau de la maintenance. Parce qu'après, c'est les frais de maintenance qui vont être élevés. Ouais. Donc c'est un peu ça le résumé. Oui, contrat de maintenance, on le fait. Et nous donnons des avantages aux clients. Bien sûr. C'est ce que moi-même je pense. Je pense que nous sommes capables de faire mieux que la Chine.
Et j'attends toujours qu'on me challenge. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui m'a challengé dessus. Ok. Il y a d'autres questions? Il faut profiter de l'expérience du monsieur, hein, parce que c'est pas chaque jour qu'on a quelqu'un en live qui a fait cette transition-là. Ok. Donc, si vous avez des petites questions qui vous tourmentent l'esprit, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Merci tout le monde. J'espère que l'échange a été instructif pour vous, que le contenu a été de qualité. Si c'est le cas, je vous prie d'applaudir M. Kamdem et M. Tekam. Ok. Donc, ainsi se clôturent les échanges pour cette journée. Revoyons-nous demain sur le Made in Cameroun, défis et solutions, et entreprises en difficulté, comment restructurer ses activités.